Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter B52 ou Celle qui aimait Tolstoï de Tuan, publié aux éditions Actes Sud. Avant de commencer cet épisode, je tiens à m'excuser auprès de ceux qui maîtrisent le vietnamien pour ma prononciation de certains mots qui, je le sais, est approximative. Alors dans ce court roman, nous allons faire des bonds dans le temps entre 1972 et 1992 et dans l'espace entre le Vietnam et la France. Notre narratrice est originaire du Nord-Vietnam et plus précisément de Hanoï. Elle est la première née de l'union de son père chirurgien, diplômé de la faculté de médecine d'Indochine, et d'une mère née dans une famille de petits bourgeois de Hanoï. Quand elle a rencontré son futur mari, la mère de notre narratrice était sans bagage universitaire, mais sous l'aile protectrice d'un ami haut dignitaire du Parti communiste. Grâce à cette relation privilégiée, elle a pu intégrer l'école d'infirmière nouvellement fondée par le nouveau régime. Une fois diplômée, elle n'a cessé de gravir les échelons, passant d'infirmière à agente administrative au département des relations humaines du ministère de la Santé, avant d'obtenir une équivalence d'un diplôme de médecine générale. À partir de ce moment, toujours avec l'appui et le soutien actif de cette amie de marque, elle est passée de sous-chef de service à chef de service, puis de vice-doyenne à doyenne, et enfin de sous-directrice à directrice en fin de carrière. Cet homme épais et petit est une figure récurrente des souvenirs d'enfance de notre narratrice, et avec les années, elle a vite compris la place qu'avait cet autre homme dans la vie de sa mère et dans celle de leur famille, car oui, cet homme est le père biologique de son jeune frère. Si sa mère a pu mener cette double vie, c'est en grande partie grâce ou à cause, tout dépend du point de vue, des voyages incessants de son père envoyés dans le centre du pays pour former du personnel médical dans les hôpitaux. Exposé aux dangers de la guerre, c'est souvent une véritable gageure pour lui que de pouvoir rentrer chez lui sain et sauf. Plutôt moyen en tout, son frère s'est tout de même vu proposer, grâce à sa filiation avec l'ami haut dignitaire du Parti communiste de sa mère, une place pour faire des études de médecine en Allemagne à Leipzig. Notre narratrice, bien que l'aînée et bien plus douée dans ses études que son cadet, n'a eu l'opportunité de partir à la faculté de médecine de Leningrad qu'après lui. Certifiée d'un diplôme rouge, signe d'excellence, elle a eu malgré tout du mal à trouver sa place dans la vie active, jusqu'à ce qu'un petit coup de pouce discret ne lui ouvre les portes de la prison d'Ohalo pour ses qualités de médecin. Son diplôme rouge, sa capacité à parler russe, mais pas l'anglais, ont fait d'elle le meilleur choix pour s'occuper d'un certain Andrei Bolkonski. Ce jeune homme d'1m80, blond aux yeux bleus, est le fils d'un immigré russe et d'une américaine de classe moyenne, admiratrice du roman Guerre et paix. Élevé aux États-Unis avec une éducation russe, il s'est vite tourné vers Tolstoï pour finalement sortir diplômé de l'école militaire de l'air, section électronique. Si le prénom du héros de Guerre et paix avait prédisposé Andrei à s'envoler dans l'armée américaine, son père ne pouvait que s'en féliciter. Quand notre narratrice rencontre Andrei dans sa cellule, il est un squelette vivant, tout juste. Le crâne rasé et son pyjama rayé de bagnard n'est même pas à sa taille. Il est blessé à la cheville gauche et à l'épaule droite. Les 2 plaies ont été causées par une baïonnette en mauvais état, probablement rouillée, ce qui a infecté les plaies. Le maintenir en vie ne va pas être facile. Récupéré après le crash de l'appareil B-52 dans lequel il avait l'importante tâche de brouiller les radars adverses, il est un prisonnier de choix. Torturé activement, il a grand besoin de sa demi-heure quotidienne avec notre narratrice toute jeune médecin. 20 ans plus tard, elle est en France où elle exerce 2 fois par semaine le rôle de médecin pénitentiaire dans une prison de banlieue parisienne. C'est entre les murs de cette prison pour femmes qu'elle rencontre Anna, une ancienne vedette du théâtre de Rostov-sur-le-Don. Si elle est enfermée, c'est pour meurtre. Elle souffre d'un sévère diabète de type 2 qu'elle ne compte nullement traiter par un régime pauvre en sucre. Notre narratrice repense souvent au Vietnam et remonte souvent le fil de ses souvenirs pour revoir Andrei, surtout depuis qu'elle l'a revu dans un article du Rouskaya Missel qu'Anna lui a prêté. D'après l'article, il vit à Little Odessa avec sa femme née en Union soviétique et ses 2 fils. Heureux dans sa communauté, composée de nombreux russophones et d'immigrés soviétiques, il brigue la place de sénateur. S'il l'obtient, il deviendrait le premier sénateur américain d'origine russe. La personne sur les pages est à des années-lumière de l'homme tondu maigre comme un clou, battu quotidiennement et qui, au dire de son voisin de cellule l'espion nommé Z30, pleurnichait des nuits durant. Alors, comment notre narratrice va-t-elle combler l'écart entre l'homme qu'elle a connu et celui de la photo ?
Entre présent et passé, tantôt enfermé entre les quatre murs d'une cellule, tantôt cloîtré dans ses souvenirs pesants et puissants, ou dans son quotidien mouvementé, venez découvrir l'histoire de notre narratrice, femme médecin vietnamienne russophone vivant en France. Sous couvert d'un récit orienté par la parole de notre narratrice et son histoire personnelle, on découvre un pan de l'histoire mondiale un petit peu moins connu par les néophytes. Une lecture instructive à la plume incisive, avec juste ce qu'il faut de légèreté pour rendre le tout agréable malgré la toile de fond qu'est la guerre du Vietnam dans sa forme la plus brute. Un texte qui, à mon sens, devrait figurer dans les programmes d'histoire des niveaux secondaires. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 9 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!